Dans la tour de verre de 18 étages, qui dominait la lagune et brillait, Kwame Kofi ajustait sa cravate en soie italienne face à la baie vitrée de son bureau climatisé. Directeur adjoint du département des crédits immobiliers, il contemplait l'effervescence matinale d'Abidjan, les piroguiers qui naviguaient entre les pilotis, les taxis-compteurs orange qui klaxonnaient dans les embouteillages du pont de Gaulle. À 32 ans, cet homme méticuleux incarnait la réussite de la nouvelle bourgeoisie africaine. Son diplôme d'école supérieure de commerce trônait sur son bureau d'acajou massif, à côté d'une photo d'Aya, radieuse lors de leur voyage de noces aux Seychelles. Pourtant, ce matin-là, une inquiétude sourde le taraudait. Les comptes de la famille affichaient un découvert inhabituel, et ses économies semblaient s'évaporer mystérieusement depuis quelques semaines. Sous les néons blafards du plus grand marché d'Abidjan, Aya négociait le prix des ignames avec Mama Fanta, une commerçante djoula qu'elle connaissait depuis ses études universitaires. Son ventre de 8 mois l'obligeait à marcher lentement entre les étals débordant de mangues dorées, d'avocats verts et de poissons frais déchargés le matin même du port de pêche. L'air saturé d'épices, de parfums d'encens et de sueur humaine créait cette atmosphère unique des marchés tropicaux. « Petite sœur, lui dit Mama Fanta, en emballant ses légumes dans des journaux français froissés. Ton mari a encore des soucis à la banque? Il avait l'air préoccupé quand je l'ai vu hier au maquis de Koumassi. » Aya fronça les sourcils. Kwame ne lui avait pas mentionné cette sortie, et elle commençait à remarquer ses absences répétées et ses silences inhabituels. Docteur Adjumani, le pharmacien de famille, accueillit Aya avec sa bienveillance habituelle dans son officine moderne aux rayonnages impeccables. Les néons blancs éclairaient uniformément les boîtes de médicaments importés d'Europe et les produits traditionnels locaux soigneusement étiquetés. « Madame Kofi, comment va la grossesse ? Plus qu'un mois. » Son sourire paternel contrastait avec l'inquiétude qu'Aya lisait dans ses yeux. « Docteur, » hésita-t-elle en baissant la voix, « mon mari semble très stressé dernièrement. Y a-t-il quelque chose qui pourrait l'aider à se détendre ?» Le pharmacien observa cette jeune femme diplômée qu'il voyait grandir depuis l'adolescence. « Ma fille, les problèmes d'argent peuvent rendre les hommes imprévisibles. Fais attention à toi, surtout dans ton état. » Il lui tendit ses vitamines prénatales avec un regard chargé de sous-entendus. Le restaurant le plus chic d'Abidjan, avec sa terrasse surplombant la lagune et ses tables dressées de linge blanc immaculé, accueillait la fine fleur de la société ivoirienne. Kwame avait réservé leur table habituelle, celle qui offrait la plus belle vue sur les pirogues illuminées glissant sur les eaux noires. Le menu gastronomique met les cuisines françaises et spécialités locales revisitées. Atiéké aux fruits de mer, kedjenou de pintade aux champignons de Dalois. Mais l'atmosphère romantique habituelle avait cédé place à une tension palpable. Kwame scrutait constamment son Blackberry, répondant à des messages mystérieux. « Chérie, tu peux laisser ton téléphone pour une soirée ?» demanda Aya en caressant son ventre. « J'ai des problèmes au bureau », répondit-il sèchement, évitant son regard. « Des gros problèmes d'argent que tu ne peux pas comprendre. » Ces mots blessants résonnèrent comme un présage dans l'air parfumé de Frangipanier. Sous les parasols colorés du marché artisanal, Maman Adjoa négociait âprement le prix d'un masque d'âne authentique avec un sculpteur de la région de Man. Cette femme de 63 ans, veuve respectée et ancienne présidente de l'association des femmes commerçantes de Cocody, imposait le respect par sa prestance naturelle. Son grand boubou brodé de fil d'or et ses bijoux en or massif de 22 carats témoignaient de sa réussite commerciale. Elle était venue passer quelques jours chez son fils pour aider à préparer l'arrivée de son premier petit enfant. Mais ses vrais motifs étaient plus complexes. Les rumeurs sur les difficultés financières de Kwame étaient parvenues jusqu'au salon de thé de Cocody, et elle entendait bien protéger l'honneur de la famille. « Mon fils travaille trop », confia-t-elle au sculpteur qui l'écoutait poliment. « Mais sa jeune femme d'aujourd'hui, ne comprennent pas la valeur de l'argent ?» La messe dominicale de 16 heures rassemblait l'élite sociale et intellectuelle d'Abidjan dans cette cathédrale moderne aux lignes épurées. Aya, installée au premier rang dans un ensemble en wax haut de gamme spécialement taillé pour sa grossesse, écoutait distraitement l'homélie du père Boca sur le pardon et la réconciliation familiale. Les vitraux colorés projetaient des arcs-en-ciel sur l'assemblée recueillie, mais son esprit vagabondait vers l'étension croissante de son foyer. Kwame, à ses côtés dans son costume 3 pièces dominical, gardait un visage fermé. Il n'avait pas desserré les dents depuis leur réveil, se contentant de feuilleter nerveusement son portefeuille en cuir de crocodile, ce cadeau qu'elle lui avait offert pour leur premier anniversaire de mariage.
Quand le prêtre évoqua la confiance mutuelle dans le couple, Kwame serra les poings, et Aya sentit qu'un orage se préparait dans leur paradis bourgeois. Le bureau-bibliothèque de Kwame, sanctuaire masculin, tapissé d'ouvrages de droit bancaire et de finances internationales, baignait dans la lumière dorée de sa lampe de bureau en bronze. Les rayonnages d'acajou massif contenaient sa collection de livres spécialisés, ses diplômes encadrés et quelques masques baoulés hérités de son grand-père. C'est dans cette pièce qu'il gérait les finances familiales avec une rigueur obsessionnelle, tenant des comptes détaillés de chaque dépense sur des registres manuscrits. Ce soir-là, face à son ordinateur portable dernier cri, il découvrit avec horreur l'ampleur du déficit. 50 000 francs CFA manquaient à l'appel sur leur compte épargne commun. Ses mains tremblèrent sur le clavier tandis qu'il vérifiait et revérifiait les relevés bancaires. Une seule personne avait accès à ce compte, outre lui-même, Aya. L'évidence le frappa comme un coup près, et la colère monta en lui comme une marée noire. Dans la chambre à coucher décorée de masques dents authentiques et de tissus kente rapportés du Ghana, Aya se réveilla avec des contractions légères. Le lit king size recouvert d'un édredon en soie sauvage témoignait du raffinement dans leur intérieur, mais l'atmosphère s'était considérablement tendue. Kwame, déjà habillé pour partir au bureau, se tenait debout près de la fenêtre grillagie qui donnait sur le jardin tropical. Son costume était impeccable, mais son visage reflétait une froideur inhabituelle. « Aya, dit-il sans se retourner, il faut qu'on parle de l'argent qui manque sur notre compte. » Sa voix était glaciale, accusatrice. Aya se redressa péniblement dans le lit, une main posée sur son ventre rond. « Quel argent? Je ne comprends pas. » Mais elle lut dans ses yeux une méfiance qui la glaça jusqu'aux os. L'homme qu'elle avait épousé la regardait comme une étrangère, comme une voleuse. Sous l'auvent de tôle ondulée qui protégeait les tables en plastique du maquis, le plus populaire de Yopougon, Kwame déjeunait seul face à son assiette de riz sauce arachide refroidie. L'établissement grouillait de travailleurs en pause, mécaniciens aux mains cachées de cambouis, chauffeurs de jbaka aux uniformes poussiéreux, petits fonctionnaires en chemise froissée. La patronne, Tenti Rose, une baoulée corpulente aux gestes généreux, servait ses spécialités locales dans une ambiance détendue, ponctuée de musique coupée décalée. « Patron Kwame !» l'interpella-t-elle en essuyant ses mains sur son pagne coloré. « Ça fait 3 jours que tu viens manger ici sans dire un mot. Les soucis de famille ?» Il leva vers elle un regard hanté. Dans ce quartier populaire, loin des fastes de Cocody, il pouvait enfin laisser tomber le masque du banquier prospère et avouer ses tourments. « Tenti, quand une femme vole son mari, qu'est-ce qu'un homme doit faire ?» Le salon des Kofi, avec ses canapés en cuir italien, ses tapis persans et sa bibliothèque murale remplie d'ouvrages de littérature africaine francophone, servit de théâtre à la première confrontation ouverte. Les appliques murales en bronze projetaient des ombres dansantes sur les toiles d'artistes contemporains ivoiriens. Maman Adjoa, majestueuse dans son grand boubou brodé, siégeait dans le fauteuil principal comme une reine-mère présidant un tribunal traditionnel. Face à elle, Aya, recroquevillée dans le canapé, ses mains protégeant instinctivement son ventre rond. Kwame arpentait la pièce comme un fauve en cage, son portefeuille en cuir ouvert dans ses mains tremblantes. « 100 000 francs !» articulait-il lentement. « Il devrait y en avoir 150 000. 50 000 francs ont disparu et nous sommes les seuls à avoir accès à cette maison. » Le silence qui suivit résonna comme un glas dans l'air conditionné. Dans le cabinet gynécologique moderne du Dr Traoré, praticien réputé formé à Dakar et à Montpellier, Aya subissait son contrôle prénatal mensuel. L'échographie montrait un bébé en parfaite santé, mais le médecin remarqua immédiatement l'état de stress de sa patiente. « Madame Kofi, votre tension artérielle est élevée pour une femme enceinte. Y a-t-il des problèmes à la maison ?» Aya éclata en sanglots sur la table d'examen recouverte de papier blanc. Entre deux hoquets, elle raconta l'accusation de vol, les soupçons de son mari, l'hostilité croissante de sa belle-mère. Le docteur Traoré, père de 3 filles et habitué aux drames familiaux, fronça les sourcils. « Ma chère enfant, le stress peut déclencher un accouchement prématuré. Il faut absolument résoudre cette situation rapidement. Avez-vous quelqu'un vers qui vous tournez ?» Aya secoua la tête, réalisant soudain son isolement complet. La terrasse carrelée qui surplombait le jardin paysager était balayée par une pluie tropicale violente, typique de la saison des pluies d'octobre. L'eau martelait la tôle ondulée avec un fracas assourdissant, noyant presque les éclats de voix qui montaient du salon climatisé. Kwame avait fini par exploser, sa colère contenue depuis des jours jaillissant comme un torrent. « Où est l'argent, Aya ?»
hurlait-il, inconscient que tout le quartier résidentiel pouvait l'entendre. Sous l'auvent de la terrasse, protégée par les colonnes ornées de motifs Akan, Aya tentait de se faire entendre malgré le rugissement de l'orage. Les éclairs illuminaient sporadiquement la piscine à débordement transformée en miroir troublé, et le vent tropical faisait danser les palmiers royaux du jardin comme des spectres dans la nuit. « Je n'ai rien pris, je le jure sur nos ancêtres !» Mais sa voix se perdait dans la tempête qui semblait amplifier la violence de cette scène conjugale. Le salon de thé le plus prisé des dames de la haute société ivoirienne, avec ses fauteuils en osier et ses parasols colorés disposés autour d'une fontaine ornementale, bourdonnait des conversations de l'après-midi dominical. Maman Adjoa, installée à sa table habituelle, présidait un cercle de matrones respectables venues prendre le thé au gingembre et déguster des pâtisseries françaises. Madame Ouattara, épouse d'un ministre, Madame Bété, veuve d'un grand planteur, et 3 autres notables écoutaient religieusement ses confidences familiales. « Cette génération de jeunes femmes ne respecte plus rien », déclarait-elle en remuant délicatement son thé. « Elles étudient à l'université, elles veulent l'égalité, mais elles oublient les devoirs de l'épouse traditionnelle. Ma belle-fille, je la soupçonne de voler dans le portefeuille de mon fils. » Les hochements de tête approbateurs de ses auditrices alimentèrent sa certitude que l'honneur familial exigeait une action drastique. Le commissariat du plateau, bâtiment fonctionnel aux murs peints en beige réglementaire, grouillé de l'activité nocturne habituelle. Plaintes pour cambriolage, règlement de conflits commerciaux, affaires de mœurs diverses. Le commissaire Touré, 45 ans et père de 4 enfants, reçut Kwame dans son bureau spartiate, décoré uniquement d'un portrait officiel du président de la République et d'un calendrier des postes. « Monsieur Kofi », dit-il en observant ce bourgeois élégant, manifestement hors de son élément. « Vous voulez porter plainte contre votre épouse enceinte pour 50 000 francs? Vous rendez-vous compte des conséquences ?» Kwame, rigide sur sa chaise plastique, serrait les poings. « Commissaire, le vol reste un vol, même dans la famille. Ma mère dit que si je ne réagis pas fermement, elle va recommencer. » L'officier de police soupira en sortant un formulaire de plainte, pressentant qu'il assistait à la destruction d'une famille pour une poignée de billets. L'avenue bordée de villas luxueuses, habituellement paisible avec ses gardiens discrets et ses jardiniers s'activant sous les flamboyants en fleurs, fut soudain perturbée par l'arrivée d'une Peugeot 207 blanche, marquée « Police nationale de Côte d'Ivoire ». Les gyrophares bleus et rouges tournoyaient dans le matin doré, attirant immédiatement l'attention de tout le voisinage. Mamadou le gardien malien, Ibrahim le portier burkinabé, Moussa le jardinier guinéen se rassemblèrent discrètement dans l'ombre des bougainvilliers grimpants, chuchotant en bambara et en dioula. « Les Kofi ont des problèmes », murmura Mamadou. « Je l'ai toujours dit, trop d'argent, trop vite, ça porte malheur. » Derrière les grilles en fer forgé des propriétés voisines, les rideaux se soulevaient discrètement. Dans quelques heures, tout Cocody saurait que la famille modèle du quartier s'effondrait publiquement. La salle d'interrogatoire, pièce nue au mur vert d'eau éclairée par un néon blafard, contrastait violemment avec le luxe habituel de la vie d'Aya. Assise sur une chaise en plastique rouge, ses mains menottées posées sur la table métallique, elle faisait face au commissaire Touré et à son adjoint, le sous-lieutenant Koné. Son boubou de grossesse en basin riche, froissé par une nuit passée en garde à vue, témoignait encore de son rang social, mais son regard reflétait l'incompréhension totale de cette femme brutalement arrachée à son cocon bourgeois. « Madame, dit doucement le commissaire, votre mari maintient sa plainte. 50 000 francs CFA ont disparu de son portefeuille, et vous étiez seul à la maison avec lui et sa mère. » Aya secoua la tête, les larmes roulant sur ses joues. « Je n'ai rien pris, commissaire. Je jure sur la vie de mon enfant à naître. Comment pourrais-je voler l'homme que j'aime ?» Sa voix brisée résonna dans cette pièce impersonnelle où tant d'autres vies avaient basculé. La cellule de garde à vue du commissariat, espace exigu aux murs de béton nu meublé d'un bas de flanc métallique et d'un lavabo rouillé, abritait cette nuit-là une détenue inhabituelle. Aya, allongée sur la mince paillasse réglementaire, sentait les contractions se rapprocher dangereusement. Sa codétenue, Adjoa, une prostituée de Tredgeville, arrêtée pour tapage nocturne, la regardait avec un mélange de compassion et de stupéfaction. « Ma sœur, dit-elle dans un français populaire matiné de Nouchi, ton mari, il est vraiment méchant, là. Faire arrêter sa femme enceinte pour l'argent? Même chez nous, à Yop, on fait pas ça. » L'ironie de la situation frappa Aya comme une gifle. Elle, diplômée universitaire de bonne famille, recevait plus de solidarité de cette fille des rues que de son propre époux. Quand une nouvelle contraction plus forte la plia en deux, Adjoa se précipita vers la porte pour appeler les gardiens.
La salle de travail de l'hôpital de Cocody, établissement privé réservé à la bourgeoisie ivoirienne, résonnait des cris de Aya en plein travail d'accouchement. Les murs carrelés de blanc immaculé et l'équipement médical ultramoderne contrastaient avec la détresse morale de cette femme qui donnait naissance dans les pires conditions. Dr Adjoua Ndri, gynécologue obstétricienne formée à Paris, assistait cet accouchement prématuré déclenché par le stress. « Madame Kofi, votre bébé arrive, poussez !» Mais Aya, épuisée physiquement et moralement, n'avait plus la force de lutter. « Docteur, » supplia-t-elle entre deux contractions, « promettez-moi de protéger mon enfant si je meurs. Mon mari, il ne faut pas qu'il devienne comme son père. » À 14h37, exactement à l'heure où Kwame avait retiré l'argent une semaine plus tôt, un petit garçon vigoureux vit le jour dans les larmes et la douleur. Le salon des Kofi, théâtre de tant de bonheur familial et de réussite sociale, s'était transformé en mausolée de souvenirs brisés. Kwame, seul face à son portefeuille en cuir de crocodile posé sur la table basse sculptée, découvrait avec horreur la vérité. Les 50 000 francs étaient glissés dans une poche intérieure qu'il avait oubliée, coincée entre sa carte de crédit et une photo d'Aya. Maman Adjoua, face à cette évidence accablante, gardait un silence de pierre dans son fauteuil, ses bijoux en or massif tintant faiblement dans l'air conditionné. Le téléphone sonna. L'hôpital annonçait la naissance de son fils et l'état critique d'Aya suite aux complications post-partum. « Monsieur Kofi, » dit la voix professionnelle de l'infirmière, « votre épouse demande à vous voir. Elle pardonne, mais elle dit qu'il faut que vous veniez rapidement. » Kwame s'effondra sur son canapé de cuir italien, réalisant qu'il venait de détruire sa famille pour une erreur, manipulé par les préjugés ancestraux et la méfiance. Dehors, la pluie d'octobre recommençait à tomber, lavant symboliquement les vitres de cette villa qui ne serait plus jamais un foyer heureux. 6 mois plus tard, dans cette même villa de Cocody qui avait abrité tant de bonheur, Kwame berçait son fils Kofi, en contemplant les photos de familles brisées éparpillées sur le parquet de marbre. Aya avait survécu aux complications de l'accouchement, mais quelque chose d'irréparable s'était cassé entre eux. Elle avait déménagé chez sa tante à Bouaké avec le bébé, acceptant un poste d'enseignante dans une école primaire locale. Les procédures de divorce étaient en cours. Maman Adjoua, rongée par la culpabilité d'avoir semé la graine de cette méfiance destructrice, avait vendu ses bijoux en or pour constituer un fonds d'études pour son petit-fils. Geste dérisoire face à l'ampleur des dégâts causés. Dans les salons de thé de Cocody, on chuchotait encore l'histoire de cette famille modèle détruite par la suspicion. Et Kwame était devenu l'exemple parfait de l'homme qui avait tout perdu par orgueil et aveuglement. Tard dans la nuit, seul dans cette demeure trop grande devenue tombeau de ses erreurs, Kwame relisait les dernières lettres d'Aya. Elle lui écrivait qu'elle avait pardonné, mais que la confiance, une fois brisée, ne se reconstruit jamais vraiment. L'amour sans confiance, avait-elle griffonné de sa belle écriture, c'est comme un arbre aux racines coupées. Il peut survivre quelque temps, mais il finira toujours par tomber au premier orage. Le prix de sa méfiance s'avérait finalement bien plus élevé que les 50 000 francs qu'il croyait avoir perdus. Il avait sacrifié l'amour de sa vie, brisé l'innocence de son enfant et terni l'honneur de sa lignée pour une erreur qu'une simple vérification attentive aurait évitée.